Alors, je vais demander à Julien Mathieu Marcizet, ingénieur agronome à la cave coopérative Les Vignerons de Tussiac, de nous rejoindre, puisqu'il va nous raconter un peu comment lui, justement, il fait avec cette caractérisation du sol dans son entreprise. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais resituer un petit peu la façon dont nous, on a eu recours aux mesures de résistivité en précisant que donc, les Vignerons de Tussiac, c'est une structure coopérative qui couvre aujourd'hui 4000 hectares de vignobles, 450 vignerons différents. Donc évidemment, à l'échelle du Blayais, au nord de Bordeaux, une diversité de sols importante, près de 200 000 hectolitres, un peu plus de 200 000 hectolitres de vin produits sur une année pleine. Il était pour nous donc essentiel de pouvoir gérer l'amont par l'aval, c'est-à-dire en fonction des marchés qu'on avait à fournir, connaître quelle vigne participerait de quelle cuvée, mettre en œuvre des cahiers des charges différenciés, bien sûr avoir recours au contrôle de maturité pour choisir les dates optimales des vendanges, mais de trouver des leviers un levier de détermination de plus pour réaliser nos sélections parcellaires. Et voilà pourquoi on a entrepris des mesures de résistivité depuis 2007 pour permettre un zonage de l'ensemble de nos vignobles en production, donc qui s'est fondé sur une méthode que je vais donc définir là. Donc, pour exemple, j'ai pris le secteur de Marcillac, qui représente un peu moins de 500 hectares, et sur lequel on a commencé à entreprendre des mesures de résistivité. Grâce à ces mesures, on a pu réaliser des zonages de sols homogènes. Dès lors qu'on a une valeur de résistivité donnée sur une surface continue, on peut supposer qu'on est en face d'un même substrat pédologique, quoi. Par contre, il est clair qu'une même valeur de résistivité sur des zones qui sont séparées de manière importante ne justifie pas qu'on puisse nommer le sol, quoi. Donc, comme ça avait été précisé auparavant, il est nécessaire, une fois qu'on a réalisé un patatoïde de sol qui semble homogène, de réaliser une fosse pédologique pour caractériser le sol que l'on rencontre. Donc là, rapidement, on a représenté les points sur lesquels ont été réalisées les fosses sur ce secteur, ce qui nous a permis de réaliser des zones homogènes qui vont permettre largement de limiter la variabilité de sols là à une petite dizaine de sols de référence. Ce que l'on fait à chaque fois, c'est qu'on décrit la fosse que l'on appréhende, et ensuite on s'est attaché à rattacher la multitude de fosses qu'on a réalisées, puisqu'on en a fait près de 400 à l'échelle de nos 4000 hectares, on les a rattachées à des unités de référence pour être dans une logique d'exploitabilité. Parce que nous, on a des cuves dans notre système coopératif qui en moyenne tournent à 500 hectos. Ça veut dire que pour regrouper 45 tonnes de vendanges dans une cuve et exploiter l'origine du sol comme une clé de sélection, on a près de, suivant les rendements, entre 7 et 9 hectares à regrouper dans une même cuve. Il est clair donc qu'on a intérêt à avoir une définition de sol qui soit suffisamment précise pour permettre de caractériser les types de raisins qu'on va obtenir, que l'on va obtenir, mais il faut, tout en étant loin du simplisme, rester suffisamment simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 400 sols différents sur une structure dans laquelle on a des cuves de 45 tonnes à remplir, quoi. L'intérêt immense, c'est qu'une fois qu'on a fait toutes les fosses dont je vous ai parlé, à chaque fois on a décrit le sol avec une méthode de pédologue classique. On a ensuite regroupé ces sols à des unités de référence qui ont été limitées, mais demain, puisqu'on est en ce moment en train d'investir sur des volumes de cuves qui sont plus petits sur certains de nos sites de production, on sera en mesure d'affiner nos sélections parcellaires, puisque la mesure de résistivité est pérenne. Les études de sol qu'on a faites très précises, on les a simplifiées pour les rendre exploitables rapidement, mais elles pourront demain amener plus de précision quant aux sélections qu'elles nous permettront. Donc, pour aller jusqu'au bout, voilà, l'idée c'est que des sols homogènes, comme les trois zones que j'encadre là, permettent de se rendre compte que pour un cahier des charges défini avec un niveau de maturité contrôlé,
on est en mesure du coup de regrouper entre elles des vendanges qui ne se cantonnent pas à des zones contiguës, mais qui proviennent de secteurs qui sont séparés et qui pour autant vont permettre de réaliser des sélections qui nous amènent à avoir des raisins provenant des mêmes terroirs dans nos cuves. Ainsi, ça c'est un petit tableur dans lequel à chaque fois on a la date de vendange, on a ensuite l'adhérent concerné, les îlots concernés, le type de sol concerné et les tonnages dans les cuves, les cuves qui ont été remplies. On avait commencé en 2013 à réaliser une sélection sur 9 cuves qui nous ont permis de dissocier des vendanges provenant de Brunisol, de vendanges provenant sur d'autres secteurs de Redoxysol et de vendanges de Redoxysol donc, et en dernier lieu de vendanges provenant sur un troisième secteur provenant de Luvisol. Ce qui nous a permis de commencer donc par une petite sélection regroupée à 9 cuves qui chaque année a amené à ce que l'on exploite de plus en plus ces cartographies qui sont en fait des couches d'informations qu'on a fait se superposer à notre parcellaire. C'est-à-dire que chaque parcelle est représentée par un polygone auquel on a associé l'information pour savoir quel était le viticulteur, le cépage planté, les surfaces, les porte-greffes et autres. On a en plus aujourd'hui une couche d'informations qui caractérise le sol et qui permet aux collègues d'avoir une capacité à utiliser cette clé de détermination alors même qu'ils ne sont pas pédologues, quoi. C'est-à-dire que clairement, on est là dans une logique de praticité très simple. Les études, elles, ont été longues et demandaient en effet un savoir de spécialiste. Derrière, par contre, l'exploitabilité, elle est très immédiate, quoi. Ainsi, en 2014, on a étendu cette logique de sélection de nos vendanges à 21 cuves, et puis 21 cuves sur le site de Marcillac, 14 sur les autres sites. En 2015, on était à plus de 15 000 hectolitres qui avaient été vinifiés grâce au recours à cette table d'information qui maintenant, en 2017, là, va être disponible à l'échelle de l'ensemble de nos 4 000 hectares. Donc on est à la fin d'une première phase du travail. Dès l'an prochain, on ira sur des zones de terroir qui sont plus qualitatives, avec des potentiels plus importants que d'autres secteurs. On va aller préciser les zonages de sol que l'on peut rencontrer parce qu'on a eu une volonté d'aller vers des cuves qui, pour l'instant de manière assez réduite, quoi, vont être de volume moins important et permettront d'affiner les sélections à cette échelle-là, quoi. Voilà, donc là c'était une description très rapide d'un travail qui a commencé en 2007, donc qui est maintenant très ancien et qui permet d'aboutir à un outil fonctionnel qui est maintenant utilisé en routine lors de chacune de nos vendanges. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment intéressant votre démarche parce que vous avez dégradé l'information, vous. On a dégradé l'information. Bah oui, puisque vous avez simplifié pour que ce soit en accord avec votre système de production. Il fallait être pragmatique, quoi. Donc il fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas tomber dans le simplisme, mais être suffisamment simple pour rendre exploitable une information qui était, elle, très précise. En effet, 400 fausses, c'est à chaque fois 400 descriptions très normalisées d'une fausse pédologique, quoi. Derrière, on pourrait avoir tellement de sols qu'on juge tous comme différents qu'on ne saurait rien en faire. On a, du coup, fait en sorte de proposer des marqueurs qui permettaient de regrouper les sols entre eux au vu des comportements qu'ils semblaient induire et au vu des typologies qu'on arrivait à définir pour arriver à 4 grandes familles de sols, mais qui en fait sont elles-mêmes découpées en une quantité de sols qui demain grandira, comme je vous l'ai dit, sur les secteurs qui semblent plus intéressants. On a des secteurs argilo-calcaires. Argilo-calcaire, c'est tellement limite, ça veut pas dire grand, enfin ça dit quelque chose. Mais alors on peut aller loin dans la précision de ce qu'on évoque, quoi. L'unité de base, c'est quoi à chaque fois? L'unité de base, c'est la parcelle, c'est un type de sol dans la parcelle. C'est l'îlot. C'est-à-dire qu'un îlot, ça regroupe un nombre de parcelles qui sont a priori dans les mêmes comportements qui permettent a priori d'être vendangées en même temps, quoi. Donc ça fait depuis 2007 que vous êtes entré dans cette démarche. Est-ce que même auparavant, en fait. Auparavant, on avait entrepris la réalisation par une entreprise extérieure de fausses pédologies qui nous avaient amené à avoir des définitions très ponctuelles, très localisées, quoi, du sol que l'on rencontrait. On n'avait pas de zonage associé. Alors il y avait un historique de
de pratiques viticoles en vue des vinifications qui faisaient que ça avait aidé à préciser certaines sélections. Là, on a voulu créer une couverture de l'ensemble du vignoble pour avoir un outil qui soit en routine et pour les collègues qui ne sont pas du tout dans l'activité pédologique, permettre d'avoir un outil exploitable, quoi. Qui a pris en charge le coût de la cartographie ? C'est la cave coopérative, quoi. C'est la cave coopérative, Ouais, c'est pas les vignerons qui ont participé au financement. De fait, les vignerons sont les Viticulteurs, actionnaires, les viticulteurs coopérateurs sont les actionnaires du système coopératif. Donc, ils leur retournent un service qui correspond à l'investissement que représentent les actions qu'ils possèdent. Et avec le recul, est-ce que votre vin est meilleur ? Est-ce que vous le vendez mieux ? Alors justement, on a une volonté d'affiner la qualité des vins que l'on fait, et on se rend compte, depuis qu'on a entrepris cette démarche intégrant les connaissances de nos terroirs à nos sélections parcellaires, qu'on a des typologies au sein de chacune de ces sélections qui permettent réellement de regrouper entre elles, dans leur diversité, les cuves issues de chacun de ces types de sols. C'est-à-dire qu'on a une homogénéité des résultats vinifiés, quoi, au sein de chaque groupe, qui est bien plus importante qu'entre chacun des groupes, quoi. Après, voilà, on a même la volonté aujourd'hui de lancer une étiquette de bouteille qui permette de nommer carrément le terroir dont provient la vendange qui fait le vin sur une ligne sur un petit marché, mais faire réellement le lien entre le terroir et le vin qui en découle, quoi. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. Oh, pas mal de questions. Ina. Bonjour, rebonjour. Oui, j'avais juste une question sur les vignerons, savoir un peu leur ressenti sur cette approche. Est-ce qu'ils sont passifs, ils voient les choses passer? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils aimeraient aller plus loin? Est-ce qu'il y a des informations qu'ils aimeraient avoir sur ces points-là? Les viticulteurs, souvent, ont l'impression déjà, par l'historique de production, de connaître les comportements de leur vignoble. Mais ils sont très intéressés d'avoir un retour sur ces études que l'on mène chez eux, quoi, pour connaître justement, avec des cartographies, la répartition des sols qui peuvent être ceux de leur vignoble. Et c'est souvent dynamisant pour eux de pouvoir avoir cette information-là, quoi. Après, le sol, ils ne le changeront pas, quoi. Mais ça permet de mettre des mots, des images, des descriptions sur des réalités que eux connaissent, du fait que pour certains, ils sont viticulteurs depuis très longtemps. Donc ça vient alimenter leur curiosité et puis leur connaissance de ce qu'est leur support et leur outil de travail, quoi. Une autre question, s'il vous plaît. Si vous voulez bien vous présenter, allez-y, prenez un micro pour qu'on vous entende sur le direct. Pardon, je suis Jérémy. Je voudrais juste poser deux petites questions. Est-ce que vous avez travaillé sur l'intraparcellaire avec l'information de résistivité? Sur quel sujet à ce moment-là? Et est-ce que vous avez aussi envisagé d'autres métriques que la résistivité, le NDVI, Physiocap ou je ne sais autre métrique? Alors, l'exploitabilité intraparcellaire, aujourd'hui, elle n'est pas à portée de main pour nous, quoi. Mais il est clair que cette information pérenne et la finesse de l'information qu'on pourrait avoir, elle pourra être exploitée peut-être demain. En termes de sélection parcellaire, on a des cuveries qui ne sont pas suffisamment de petits volumes pour permettre l'exploitation. Et surtout, on a une réalisation de vendange. Quand on ramasse 4000 hectares sur un mois et demi de vendange, il est clair qu'on planifie chaque vendange qui arrive à la cave, enfin sur chacun des sites de vinification. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'opérateur qui serait prêt à vendanger la moitié de la parcelle, aller vendanger une autre moitié de parcelle et puis une quatrième moitié de parcelle pour ensuite revenir sur la même parcelle mais faire l'autre moitié 8 jours après. C'est pas une dimension d'échelle qui a du sens pour nous aujourd'hui. Demain, je n'en sais rien, quoi. Donc voilà. Après, dans le cadre de l'intraparcellaire, on avait mené un projet avec Geocarta et avec Spray Concept qui visait à essayer de moduler les intrants de produits phytosanitaires en fonction de certaines préconisations que nous, on avait proposées, notamment à partir de nos études de sol. Donc ça, c'était une logique qui était de la recherche et du développement qui finalement n'a pas abouti, puisqu'aujourd'hui, l'outil il n'est pas encore existant et du coup la modulation que nous on proposait, elle n'est pas possible à mettre en œuvre. Mais ça, ce sont des dimensions de recherche et d'expérimentation
qu'à l'échelle d'un système de production, on mène, mais qui n'est pas notre cœur de métier, quoi. Après, les vignerons de Tutiac, avec Jérôme Ossard, depuis longtemps, sont une structure coopérative qui cherche toujours à être innovante. Et donc, c'est pas par hasard qu'en 2007, on a commencé des mesures de résistivité qui nous amènent aujourd'hui à avoir couvert l'ensemble de notre vignoble, ce qui, je crois, ne se fait pas beaucoup à l'échelle coopérative sur d'autres structures, quoi. Après, pour ce qui est des outils numériques autres, on avait un projet EARN visant à caractériser les quantités de vendanges, qui était mené en collaboration avec monsieur Germain, qui est là. Voilà. Donc, et on a d'autres projets qui sont après à plus petite échelle, mais celui-ci notamment, c'était le plus important. Et comme je vous dis, c'est une structure très dynamique avec toujours une volonté d'avancer et de trouver des outils qui permettent demain d'être exploitables à l'échelle du système, quoi. Une autre question, un témoignage, une réaction. Allez-y. Personne? Si. Bruno. Moi, merci pour cette présentation. Vous l'avez dit, en fait, c'est un projet qui est assez unique, en tout cas de par son ambition. Et moi, je m'interrogeais sur, d'après vous, quel est le facteur le plus important dans un projet comme celui-là? Est-ce que ça tient à l'humain, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une volonté politique forte au niveau de la coopérative, ou est-ce que c'est un contexte aussi peut-être pédologique particulier qui fait qu'on a un contexte particulier qui nécessite une cartographie fine et on sait qu'on va pouvoir le valoriser? Voilà, c'est juste, qu'est-ce qui explique que les vignerons de Tutiac sont passés à la cartographie aussi exhaustive de leur sol? C'est une bonne question. Donc il faudrait que Jérôme soit là, je vous le dirai. Objectivement, dès lors que sur un système à cette échelle, on cherche à maîtriser de façon robuste la production et que l'on cherche à pouvoir reproduire d'année en année la qualité du travail la qualité des vins que l'on produit, il faut trouver des clés de détermination dans les choix techniques, parce que une vendange, ça amène aussi une potentialité en termes de vin, quoi. C'est-à-dire que la façon dont on va organiser les vendanges, elle découle de la façon dont les vignes ont été menées toute l'année, et elle va permettre ou non d'obtenir des vins qui soient différents les uns des autres, ou bien si on met tout dans une vaste marmite et qu'on mélange, on aura un écrasement vers le bas de tout ce que l'on produit, quoi. Donc pour réussir à avoir des gammes de vins, donc de produits finis réellement différentes, il s'agissait évidemment, dans cette logique de gestion de l'amont par l'aval, dès le vignoble, dissocier les cahiers des charges en fonction des marchés qu'on avait à fournir, derrière de faire un suivi de la bonne réalisation des travaux, état sanitaire, tenue de l'état sanitaire, derrière avoir des contrôles de maturité qui permettent de vendanger au bon moment, mais en dernier lieu, quelle est l'autre clé de détermination absolument robuste que l'on peut utiliser et de façon durable, c'est le type de sol. Or, on sait bien que, en fonction de l'alimentation hydrique qui va être permise par le sol, en fonction de la capacité d'enracinement et des comportements végétatifs induits par les sols, on aura clairement des temps entre chaque stade phénologique, des potentialités de croissance, des potentiels de vigueur et de précocité qui seront variables et qui vont clairement amener des potentialités œnologiques dans les raisins qui ne sont pas les mêmes, quoi. Donc voilà, il y a une volonté pragmatique, mais un peu éclairée, à l'échelle d'un vignoble aussi vaste, parce que 4000 hectares, c'est plus grand que certaines appellations d'origine contrôlée française, quoi. Il y avait une volonté d'aller chercher une clé de détermination robuste, quoi. Une toute dernière question. Oui, ici. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question par rapport à la typologie de sol que vous avez réalisée grâce à la cartographie de résistivité. Est-ce que l'entreprise avec qui vous avez fait ce travail avait comparé en fait cette typologie à la carte géologique de votre terroir au 50 millième du BRGM? Parce que je pense que quand on est sur ces échelles-là, il y a sans doute une forte correspondance. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ben, je vous pose la question. Hein. Non, parce que la carte géologique du BRGM, elle est vraiment à très vaste échelle. Et dès qu'on veut exploiter l'outil de GeoCarta, on a une capacité à aller vraiment à une définition intraparcellaire extrêmement fine. Ah, mais sur l'intraparcellaire, je suis complètement d'accord. Voilà. Par contre, quand on fait des typologies, qu'on regroupe des catégories assez proches, je pense que la carte au 50 millième n'est pas mauvaise. Mais c'est vraiment une question, parce que les formations quaternaires sont cartographiées normalement. Ouais, mais moi, je n'ai pas pu, en me fondant sur la carto du BRGM, définir des zonages
que derrière je puisse exploiter à mon niveau de travail, quoi. Clairement, c'est un point de départ, définir le support géologique, ensuite aller caractériser les dimensions pédologiques que l'on rencontre. Mais je ne sais pas après ce que chacun peut en penser, mais est-ce que vous pensez qu'avec une carte du BRGM, on peut éviter d'avoir recours à une étude pédologique? Juste une réponse. Oui, pour répondre, ce que vous avez présenté, vous avez en gros, j'ai compris 4 ou 5 unités. C'est ce que j'ai vu là. Après, je n'ai pas vu le reste. Mais avec la carte géologique, vous auriez pu définir les unités argilo-calcaires. Et si la carte géologique avait été assez précise sur les sols de bas-fond ou les sols collisionnés, vous auriez pu arriver à un résultat similaire à une échelle du 50 millième. Bon, après, derrière, ce que vous présentez, vous avez un mélange d'échelles entre une résolution qui est assez élevée avec la carte de Géocarta, une densité d'information au niveau pédologique à 400 fosses pour 4000 hectares, donc ça fait une fosse tous les 10 hectares. Vous avez une densité d'information très très élevée. Et en définitive, vous auriez pu, en quelque sorte, délimiter des unités beaucoup plus précises encore. Voilà. Mais pour ce que vous avez fait, la carte géologique, alors c'est peut-être, peut-être dur de dire ça, mais en définitive, ce que vous avez présenté sur la zone qui est présentée, la carte géologique aurait pu, pas suffire, mais vous donner une première orientation pour aller orienter vos fosses et vos observations. Voilà. Alors après, quoi qu'il en soit, ce que je dis là, c'est juste une réaction par rapport à ce que vous avez présenté. C'est en réponse à la question qui a été posée, et je ne remets absolument pas en cause ce travail qui a été fait, je ne le connais pas, donc je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Comme je le disais, en fait, on a été à une observation d'un nombre de fosses important, et ensuite, pour rendre exploitable le travail, on a rattaché à des sols de référence. Mais derrière, je n'ai pas pris tous mes sols de référence pour faire des cuves terroirs, quoi. C'est-à-dire que j'en ai choisi certains parce que justement, il me semblait être valable. Et là, comment vous avez regroupé vos sols ? Je les ai regroupés selon les typologies qui peuvent être proposées par le référentiel de pédologie là, de CBS et Jabiol. Voilà. Et à partir de là, on a... Enfin, en fait, comme je vous le dis, j'ai été du très précis pour aller ensuite vers la simplification, quoi. Parce que j'avais un besoin de rendre exploitable à l'échelle de l'ensemble de la cave, quoi. Mais le but et le prochain pas, et celui-ci, c'est de redescendre dans de pouvoir remultiplier les zones de référence, mais de façon suffisamment fine pour être exploitable quand même, quoi. Le but, c'est pas de sombrer dans le simplisme, quoi. Après, là, je vous fais une présentation d'un travail qui... Enfin, moi, je prends un quart d'heure sur la présentation. Donc, c'est hyper court ce que je ferai. Après, des données, il y en a... Voilà. Donc, j'essaie d'être clair et suffisamment bref pour pas... Puis la cartographie vous a permis de fiabiliser aussi le positionnement des analyses, des fosses, etc. C'est aussi un outil qui permet de bien positionner les sondages. Vous me parlez de la cartographie des mesures de résistivité ? Tout à fait. Ah, mais c'est le but même. Voilà. Donc ça peut aussi apporter, éviter un risque d'erreur dans l'interprétation. Myriam Schmutz a expliqué aussi que pour une même réponse géophysique, vous pouvez avoir très bien plusieurs unités géologiques, etc. Et il faut que ça soit pris en compte aussi. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage.